À tous ceux qui se demandent, est-ce que c'est possible de vivre de sa créativité? C'est irréel parce qu'on me paye pour faire le truc que je ferais toute la journée même si on ne me payait pas. Aujourd'hui, je te propose une dose pour y croire encore plus fort, acquérir des outils et oser te lancer. Ces libraires disent qu'il faut lire absolument Sacrée Sorcière. Je pense qu'ils ont bien raison. Et pour ça, on va trouver de l'aide. J'ai nommé l'inspiration, j'ai nommé la maîtresse de la suggestion, Pénélope Bagieux. Commençons par la base, toi. Et vous, dans les choses que vous faites au quotidien, quelle est l'activité dont le processus vous apporte plus de joie que le résultat? Et pour t'aider, tu peux regarder cet indicateur. Je dirais à cette personne qu'il y a un bon calcul à faire, c'est de vraiment se demander, plutôt que de se demander dans quoi... Je vais partir du principe que c'est une fille. Voilà. Plutôt que de se demander dans quoi elle est bonne, se demander ce qu'elle aime faire et ce qu'elle arrive à faire 10 heures par jour. Est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de moment? Je pouvais passer vraiment 6 heures sur mon lit, je mettais de la musique et je dessinais, quoi. C'était ma compagnie, en fait. La créativité peut devenir ta maison, où retrouver cette activité va t'apporter la sérénité, le calme, peut-être la connexion à toi. Et souvent, ça s'accompagne de ceci. Il faut attendre qu'à un moment, une idée redevienne urgente et brûlante et que tout d'un coup, ça y est, t'es hyper envie, quoi. Parce que sinon, tu vas faire un livre bof. Et c'est très long de faire une BD. Donc il faut vraiment avoir faim, quoi. Connaître l'objet que tu veux créer. Et quand tu le ressens, je parle d'un ressenti qui est vraiment intérieur. Souvent se produit un autre phénomène. Le rapport au temps change. Il est comme distendu. Fais ce que tu aimes dans la vie et tu n'auras jamais l'impression de travailler et tout, parce que c'est beaucoup de travail, c'est faux. Mais les heures pendant lesquelles tu travailles passeront beaucoup plus vite si tu adores ce que tu fais. Et après un arrêt, une bonne nuit de sommeil par exemple, ça doit commencer à pétiller à nouveau. Moi, ce que j'aime, c'est avoir de nouveau l'envie de refaire quelque chose. Et je t'invite à écouter cette invitation que Pénélope Bagieux nous partage. Et après, je me suis dit, ce que je veux, c'est des livres dont je sois fière quand je serai vieille et tout ça. Bon. Mais savoir ce que l'on veut, c'est bien. Beaucoup sont déjà à cette étape, mais il manque quelque chose qui peut faire tout basculer. Et je voudrais t'inviter à cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de croire en ce que tu aimes vraiment? Je vais reposer la question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de croire en ce que tu aimes vraiment? Et un jour, tu as découvert qu'on pouvait être payé pour dessiner ce que tu voulais faire, toi, toute la journée. Ça m'a paru vraiment irréel. Mais je confirme, ça existe. On peut être payé pour dessiner. Et voilà une belle invitation de faire confiance à ce que l'on ressent parce qu'au final, ça impactera ce que l'on produit. Mettre de l'engagement dans ton travail, je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui ont une production artistique ou même d'ailleurs, j'imagine, une production tout court. Tu décides pas de mettre de l'engagement dedans, ça... Ce qui t'anime au quotidien dans la vie transpire dans ce que tu crées. Et pour se mettre en condition, pour y croire, je crois qu'il ne faut rien se refuser et commencer par se demander dans quel environnement est-ce que l'on est. J'avais aussi une famille qui ne me disait pas va bosser à 17 ans, voilà. Avec notamment une mère qui me disait que j'y arriverais si je travaillais, ce qui est quand même 50% du taf, d'avoir quelqu'un qui te dit mais bien sûr que ça va marcher, évidemment. Mais cependant, cet environnement ne doit pas devenir un prétexte parce que ton entourage ne te soutient pas, parce qu'il ne te comprend pas. N'oublie pas que toi, tu as aussi la capacité de créer auprès des autres cette réalité, cette force de création, mais tu peux aussi la créer pour toi-même. À chaque fois que je fais des rencontres scolaires ou même des trucs genre des masterclass, des trucs comme ça, 99% de la question c'est que ça en fait toujours. J'ai envie de faire ça, mais du coup, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui... Et du coup, tu dis pèse vraiment tes mots parce que tu le sais d'expérience, que quelque chose qui va être affirmé de manière catégorique peut vraiment faire loi. Là, potentiellement, ce que je dis va avoir une puissance extraordinaire. Donc, c'est le moment de dire un truc, vraiment de frapper un coup fort, quoi, tu vois. Et du coup, je trouve que justement, essayer de dire ça aux gens, de dire, mais vraiment, à force, ça va finir par marcher. Tu sais, il y a un côté un peu la potion magique, quoi. Ah bon, vous êtes sûr? Tu dis, bah oui, bien sûr, c'est sûr que ça va marcher. Si pour toi, c'est une évidence que tu dois suivre cette voie, alors tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça devienne une réalité. Et dans l'affaire, quels outils inspirants peut-on explorer grâce à Pénélope Bagieux? J'ai une phase où je teste la solidité d'une idée, en voyant si je m'en lasse pas toute seule dans ma tête au bout de quelques semaines. Et là, ça résiste, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être pas mal, en fait. C'est peut-être une idée de truc. Tu vois le lien? Se lasser devient un moyen de discerner ce qui est vraiment important pour toi. Des débuts d'idées qui, en fait, en sont pas vraiment. J'en ai tout le temps.
et je tire pas sur le fil. Pas du tout. J'attends je les laisse. Je laisse plein de petites pousses partout. Elles vivent leur vie. Et en fait, naturellement, 99% meurent. Ça. Quand j'y repense, je me dis, c'est naze en fait. C'est vraiment chiant. C'est pas du tout... Ça va m'emmerder au bout de 2 semaines, en fait. C'est nul. Et quand il y en a une qui tient la route, qui passe l'hiver, quoi, je me dis, continue à penser vachement à ça quand même. C'est un peu... Et après, tu fais le tri pour éviter de te planter. Et après, quand je commence, mine de rien, de manière pas du tout pro, mais en parler un peu aux gens autour de moi, genre, t'avais lu ce papier sur tel truc, et que j'en parle vraiment tout le temps, je me dis, ça sent le début d'obsession. Et en général, c'est que... Et bénéfice secondaire, ça va te permettre de faire le focus sur quelque chose de précis. Pour l'avoir expérimenté, en fait, ça te permet déjà de mieux investir ton temps, mais ensuite d'y aller avec une meilleure foi. C'est-à-dire que tu vas croire vraiment en ce que tu fais. Tu vas pas avoir diverses options, l'option 1, 2, 3, qui finalement contribuerait qu'à une chose, juste disperser ton énergie. Là, tu vas pouvoir rester sur ce qui est vraiment important pour toi, sur quoi tu veux te focaliser maintenant. Oui, le résultat est important parce que des gens vont le lire. Clairement, j'écris pas pour à la fin le foutre au feu. Mais je sais que ce qui compte le plus, c'est que ça me fasse plaisir pendant que je suis en train de le faire. Sans oublier... Voilà, il a une vraie deadline par semaine, par mois, peu importe, mais pas une à la fin du livre, en fait. En se disant, on est en février, je suis censée en être page 40. Si j'en suis page 36, eh ben, avant que le mois soit fini, j'accélère et j'en fais 4. Et du coup, je suis jamais hyper à la bourre. C'est le meilleur truc à faire. Ça a changé ma vie. Tu le fais maintenant ? Ah, bien sûr. Te dire, j'ai 300 pages à faire, plutôt que de me dire 300 pages en un an, je me dis, allez, 10 par 12, c'est pas très très compliqué, et sois efficace. Est-ce que tu connais la loi de Parkinson ? Pour t'illustrer ça, en fait, on va prendre l'exemple d'une tâche administrative. En fait, ce qui va se passer, c'est que si à cette tâche, tu ne fixes pas de limite temporelle, j'entends, eh bien, elle va prendre tout l'espace disponible, exactement comme un gaz, par exemple. Résultat, c'est là qu'on se retrouve, particulièrement si la tâche est chiante, c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple de la tâche administrative, avec des choses qui normalement prennent 5 minutes, mais qui vont traîner pendant des mois. Alors, on peut se servir simplement des plannings. Les plannings, c'est ça qui va nous aider à cadrer cette loi de Parkinson et à faire en sorte que les choses vont avancer. Alors, je t'invite à y réfléchir et utiliser ces outils. Mais en contraste, Pénélope Bagieux nous propose une autre posture. C'est assez dur d'aller contre l'angoisse et l'autoflagellation de rien faire. Enfin, rien au sens professionnel, et de se dire putain, ça fait 3 mois que tu bosses pas, t'es vraiment qu'une merde et tout. Et moi, j'ai vachement tendance à faire ça. Et avec le temps et la répétition de cette expérience, je me suis dit, quand même, t'as remarqué qu'il faut absolument toujours passer par cette phase-là. Donc arrête de te dire que t'es qu'une merde. En fait, vraiment, vis-le à fond, ne fais rien. Accepter de laisser totalement processer. Moi, je crois beaucoup en ce besoin de donner de l'espace à l'intégration. Pour que ce soit efficace, cette période-là, en fait, il faut quand même réussir à aller au bout. C'est-à-dire, si jamais tu le fais à moitié, en passant tes journées à dire putain, je fais rien. Cette culpabilité derrière. En fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout en train de vraiment rien faire, tu es en train de te détester de rien faire. Donc ça paraît assez con de dire ça, mais il faut vraiment le vivre pleinement, quoi. Et en ce sens, laisser les choses s'intégrer est un besoin quotidien. Une tâche que tu viens d'accomplir, un apprentissage que tu viens de faire, une expérience forte que tu viens de vivre. C'est à ça que serve la méditation, c'est à ça que sert l'auto-hypnose, ou encore simplement marcher sans intention particulière, sans distraction, ni téléphone, ni musique, en laissant juste les choses décanter. Et souvent le résultat est super intéressant parce que ça nous apporte ensuite beaucoup plus de disponibilité. Ça évite ces moments, tu sais, par exemple le soir où on va se coucher et là on a plein d'idées qui pop, des souvenirs de j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, il faudrait que je prépare ça pour le lendemain. Alors que si longtemps auparavant, tu vois, t'as laissé les choses reposer, en fait tu vas être en bien meilleures conditions pour juste dormir confortablement et surtout tu seras beaucoup mieux préparé à la suite des événements, à produire et à affronter les tâches qui sont parfois moins plaisantes. Pendant hyper longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand même, je faisais d'autres choses en plus de mes livres et souvent très vite j'en avais marre. Et du coup, c'était parfait parce que je me disais, oh, dans un monde idéal, je pourrais juste faire mes livres toute la journée, ce serait génial. Et du coup, j'avais hâte, tu sais, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et quand tu as enfin terminé ton boulot de commande et que tu fais, et là, je me suis pris 3 semaines, je vais faire que mon livre, mais tu es à fond et tu bosses comme une reine parce que tu avais tellement la dalle de faire ce qui te plaît que cette frustration, elle était hyper bénéfique pour moi et très fertile, quoi. Pénélope Bagieux propose aussi une posture pour faire face à ces moments qui sont peut-être plus défiants. Ok, ben c'est la journée où t'es un peu bas, effectivement, tout paraît négatif, et c'est fine. Tu vas aller prendre un bouquin, et au lieu de passer 4 heures à te buter sur ton projet ce matin, bah, tu vas faire
Tu vas prendre la BD, tu vas regarder, tu vas faire une partie de PS4 et puis ce sera très bien et tu repartiras après. C'est un apprentissage hyper long. C'est long, et je trouve qu'en plus, les choses qu'on nous dit en général et avec lesquelles on nous élève vont pas du tout dans ce sens-là. C'est presque politique en fait de dire ça, parce que ça veut dire accepter qu'on n'est pas des machines à performance. Un petit avertissement au passage, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est-à-dire que parfois, dès qu'on ressent un down, aussi repartir dans l'action, ça peut juste aider à retrouver la motivation. Cela dit, l'erreur fatale serait dans ce down de commencer à culpabiliser, commencer à s'auto-flageller. L'idée, c'est quand même de rester toujours constructif. Et en fait, parfois, juste accepter que l'on est dans un certain cycle, eh bien, c'est une manière aussi de rester constructif. Quand tu es une femme qui crée, vu que ton cycle influe énormément sur ta créativité, c'est sûr. Ça il faut le savoir, et je m'adresse aux personnes qui ont des cycles et qui les vivent. Et il faut en parler, c'est trop important. Il faut en parler, il faut quand même, le jour où on a remarqué qu'il y a une semaine où on est... tout est nul en fait, on est énervé contre tout, on a envie de pleurer tout le temps, bon, on la connaît tous cette semaine-là. On fait aussi de la merde. C'est-à-dire que moi je trouve que tous mes dessins sont à chier quand je dessine pendant cette semaine-là. Ouais. Toutes mes idées sont nulles, je relis ce que j'ai fait la veille et je me dis mais c'est pas possible, c'est nul en fait. Et maintenant pareil, je me dis d'accord, mais c'est la semaine où tout est nul, pas d'inquiétude. Et à l'inverse, il y a une semaine où tout ce que je fais est génial. Et où j'adore la vie et je me dis mais tous mes dessins sont sublimes, j'ai 1000 lignes à la seconde, etc. Et maintenant j'organise aussi mon travail pour ça. C'est que je me dis je vais plutôt essayer de commencer la semaine prochaine. C'est du temps perdu de commencer cette semaine puisque je vais faire des trucs minables, je le sais. Alors que la semaine prochaine, je vais pondre de l'or, quoi. C'est sûr. Notre ego, il est tellement décrié que parfois on en oublie son utilité. Comment il peut nous aider à dépasser des limites? Je vais te donner un exemple. Si là tu prends un engagement envers toi-même, voire même encore plus fort, si cet engagement tu le prends devant d'autres personnes, il y a toutes les chances que là, juste grâce à ton ego, tu mets tout en œuvre pour le respecter, cet engagement. Ok, et tout d'un coup ça devient hyper réel et tu dis je vais pas y arriver en fait, c'est sûr. Et mais il y a un côté, tu t'imagines un petit coach de sport invisible sur ton épaule avec son chrono et son sifflet qui te gueule dessus. Et quand tu dis cette semaine, je sais pas, j'ai pas le feeling, t'as ton petit coach qui fait j'en ai rien à foutre, il faut que tu fasses 5 pages, c'est tout. Et du coup tu les fais quoi. Et souvenons-nous que respecter son ego, son cycle, respecter ce qui est vraiment important pour nous, ça peut commencer par investir sur soi. Comment? En allant chercher auprès de quelqu'un une valeur qui va nous faire progresser, en allant chercher auprès de quelqu'un une valeur qui va nous permettre de mieux investir notre temps. Et après l'entourage pro, c'est autre chose, ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qui est ton travail à toi uniquement. Donc ça, encore une fois, quand on peut se permettre, qu'est-ce que c'est cool de ne faire que dessiner en fait. Et de ne pas se demander si le contrat est ok, si j'ai été payé, si... Est-ce que tu es sûr que du coup ça va aller pour mes fichiers? Est-ce qu'ils sont bons? Voilà, te dire, allez voilà, que tout le monde s'occupe de ça, bonne journée, moi je vais travailler en fait. Ça c'est pas mal, apprendre à déléguer, à faire confiance aux gens qui travaillent avec toi. Mais moi j'ai une chance vraiment folle parce que quasiment tout de suite c'était les bonnes personnes. C'est-à-dire que j'ai un agent avec qui je bosse depuis hyper longtemps, qui m'a été recommandé par un copain auteur et ça marche super bien depuis le premier jour. Cette étape de l'agent, peut-être qu'elle est lointaine pour toi. Par contre, celle d'investir, celle d'aller chercher de la valeur dans une formation qui va te faire progresser, celle-ci, elle est là. On est tous dedans et on y est en permanence. Et bien sûr, chaque étape peut être marquée d'une célébration. Et ouais, moi je recommande aussi aux gens qui font des projets de longue haleine, de temps en temps, félicitez-vous quand vous avez fini même une étape. Genre, telle étape a été validée par le client, on repart pour 1 an, mais au moins, voilà, un petit cadeau. Ou quand tu le vois, tu te rappelles de ça, tu dis putain, j'en avais chié pour faire ce truc, c'est cool. Mais pour en arriver là, l'étape fondamentale, c'est quoi? Commençons dans le dur. Et quand les gens disent pas intéressé, c'est vraiment dur parce que tu te dis mais en fait c'est moi qu'on rejette quoi. C'est moi qui dessine mal, chante mal, suis moche, j'en sais rien, tu vois, selon ce que tu fais, mais tu dis tu peux pas juste te dire chacun son avis, tu vois, on n'est pas obligé d'aimer ce que je fais. Je trouve que c'est assez violent d'apprendre à te dire le rejet fait aussi partie de mon métier, quoi. Et oui, et là il y a de l'espoir, parce que c'est possible de progresser même si ce qu'on fait ne convient pas à tous. Au fond, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et une fois qu'on a accepté ça, on n'est pas beaucoup plus libre peut-être? Un exemple hyper clair, quand on m'a proposé justement de faire Sacrée Sorcière, j'étais ultra excitée évidemment parce que j'adore ce roman, mais un des premiers trucs que je me suis dit c'est ah mais attends, il y a énormément de scènes avec des grosses perspectives et des décors compliqués. Comment je vais faire pour pouvoir les contourner, quoi. Parce que je ne sais pas vraiment dessiner ça. Et en fait,
Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais dit, c'est hyper gentil, mais reproposez-moi beaucoup plus tard parce que je pense que je suis pas du tout à la hauteur. Et te dire, en fait, il va bien falloir que j'y arrive. Donc, on verra. Franchement, on verra. Go. Et puis, quand on arrivera à page 147 à ce moment-là, oui, bah, ça sera un peu chiant. Mais en fait, ça va aller. Dépasser le syndrome de l'imposteur. Voilà un sujet qui revient toujours chez les créateurs et dans la vie d'une manière générale. Mais voilà, ça peut être un plafond de verre et du genre très bas. Ou rester bloqué dans ce syndrome devient extrêmement limitant. Alors, pour t'aider à le dépasser, on va commencer par s'attaquer à un gros morceau. Je crois pas du tout aux dons. Perso, j'y crois pas non plus à cette histoire de don. Par contre, je reconnais que ça peut avoir un côté sexy au premier abord, de se dire que cette personne-là, elle a vraiment quelque chose de particulier, quelque chose d'inatteignable, et donc ça donne envie de s'y associer. Mais en fait, quand on creuse, le côté intéressant, le côté sexy, il n'est pas là du tout. Il est beaucoup plus profond. Il est dans le côté que cette personne a probablement exploré des choses qu'on n'a pas encore explorées. Et en même temps, d'impression que t'es un bébé, que t'as pas les clés vraiment du métier, que toi t'es pas exactement comme les autres ils savent, toi tu te démerdes, tu vois. Bon, en fait, c'est une expérience commune à tous les gens qui sont créatifs. L'impression que les autres, ils ont un truc super carré, et que c'est pour tout le monde pareil sauf toi, en fait. Que toi, t'es le seul à galérer. Et au bout d'un moment, tu mets en commun ton expérience avec les autres, tu te rends compte que tout le monde a cette impression, déjà. On a tous l'impression de galérer, et puis que faut pas du tout que ça t'empêche de faire des trucs, surtout. Et un moyen efficace, peut-être le moyen ultime pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, aller se jeter dans l'inconnu. Et je dirais même plus, que quand tu as une nouvelle activité à accomplir, si tu sens que tu as une part de syndrome de l'imposteur, eh bien c'est plutôt bon signe. C'est plutôt le signe qu'en fait tu vas dépasser quelque chose en allant dans cette activité là, maintenant. Et le résultat est que tu vas progresser. Je faisais les dessins de l'horoscope et les trucs comme ça. Et la directrice artistique de ce magazine m'a dit, tu voudrais pas nous faire la petite BD à la fin du mag, une page par semaine? Et donc évidemment, premier réflexe, j'ai dit non, parce que j'ai dit que je n'étais pas capable. Et je lui ai dit, mais je ne saurais jamais faire une BD, je ne sais pas écrire une BD, j'en ai jamais fait et tout. Et donc j'avais dit, éventuellement ok, mais si vous me trouvez quelqu'un pour écrire les scénarios, parce que moi je ne vais pas y arriver. Et en fait, elle, c'était une petite maligne, et elle m'a dit, ouais, je ne sais pas si c'est trop possible là tout de suite, commence, essaye toi d'abord d'écrire, et puis d'ici quelques semaines, si on voit que ça ne marche pas, on trouvera quelqu'un. Et du coup, j'ai dit, ok, je viens, mais c'est chaud. Et en fait, du coup, je me suis forcée à écrire, et en fait, on n'a jamais pris de scénariste après, parce que au bout de 3 BD, enfin, au bout de 3 plans, je disais, ah non, mais en fait, je veux pas du tout que quelqu'un écrive, j'adore, en fait. Et je sais pas si je le fais bien, mais encore une fois, ça me ferait trop chier que quelqu'un écrive l'histoire à ma place. C'est bon, me cherchez pas de scénariste, en fait, ça va. Brillant. Et ce que j'apprécie, c'est sa capacité à tirer parti de situations comme celle-ci. Mais en fait, c'est pas très important. C'est qu'on s'en fout de la note qu'on a en sortant, on s'en fout d'avoir une mention, des trucs comme ça, ou que les profs juste valident ce qu'on fait. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a à prendre et se dire, à la fin, je ferai mon truc et j'y repenserai plus jamais. Surtout moi, quand je me suis viandée avec mon diplôme, je me suis dit, bah voilà, c'est la fin, quoi. Et maintenant, je ne saurais même plus dire exactement comment ça s'est passé, tout ça, parce que c'est loin et qu'on s'en fout. Viandée pour son diplôme. On est tout de suite tenté de dire que ces écoles sont dépassées, qu'elles ne reconnaissent pas le talent des personnes qui la fréquentent. Mais là, l'approche de Pénélope Bagieux, elle est beaucoup plus constructive. Je prends la valeur où elle est. Je ne fais pas un cas de leur système, je vais juste chercher le meilleur de ce qu'il y a à prendre et je continue. Voilà comment on peut nourrir cette vision. Moi, chaque livre que je fais me rapproche un peu plus du livre que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je ferai probablement à 80 ans, en fait. C'est cool, ça. Bah ouais, parce que c'est qu'une somme de petites tentatives et de tout petits pas. C'est avec chacun de ces gestes du quotidien, créer, partager, t'améliorer, que tu vas cheminer vers ton objectif. Et ça commence par une chose simple, passer à l'action. C'est comme ça que tu vas nourrir ta vision.